good picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM dresse le bilan du Mac à l'heure où la gamme d'Apple voit ses ventes baisser. Comment expliquer ce revers? Quel avenir dessiné pour le Mac? Débat, enfin, gros plan sur le P9, l'étonnant smartphone de Huawei, équipé d'un double appareil photo signé Leica et qui devrait inspirer l'iPhone 7. Du moins on l'espère. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans On refait le Mac, bienvenue dans le studio de Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et qui nous diffuse en exclusivité chaque vendredi soir. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui apparaît en haut de l'écran. Et puis vous en avez l'habitude, nous sommes également disponibles sur iTunes si vous aimez podcaster l'émission en HD et en version audio. Enfin, vous nous retrouvez sur notre propre site internet www.onrefaitlemac.com. Avec moi en plateau cette semaine pour débattre autour du Mac et de l'avenir de la téléphonie avec le Huawei P9, l'anthropologue du Mac, mais aussi le Benjamin de cette émission, Paul Rony. Bonjour Olivier. Ça va bien, Paul? Ça va pas mal et toi? Oui, tu as plein de petits jouets, c'est ça? Bah oui, j'ai la boîte du P9, le P9, mon iPad, l'iPhone. P9 avec la petite griffe Leica, ça fait quand même bizarre. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission pour débattre également de l'avenir du Mac. Je sais pas, on va commencer par Driss. Driss Abdi de l'Argus du mobile. Bonjour Driss. Salut tout le monde. Alors le P9, tu as bien révisé, tu l'as avec toi, tu l'as testé? Je suis en train de réviser mes fiches. Ah, d'accord, et tu as aussi le Mac pour parler de l'avenir du Mac. Félicitations Driss pour le petit Wesley, il est arrivé. Merci, il est là, ouais, ça y est. Bon, si il dort là, tu vas pouvoir faire l'émission quand même? Ouais, aucun problème, il est avec maman. C'est bien pratique. Bon, félicitations encore, Driss. Et autre invité qui nous diffuse chaque semaine, notre partenaire média, il s'agit de Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Ça va bien Didier? Mais oui, tout va bien. Bon, Parfait. bien. Le Mac, le futur du Mac, le P9, ça t'inspire? Ouais, le Mac surtout, hein, parce que là, ça nous manque des Macs. Tu verras que dans le P9, il y a des choses qui devraient inspirer, du moins on l'espère, Apple. On en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. On commence tout de suite avec le chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors Paul, quel est le chiffre de la semaine que tu as retenu du moins? Eh bien écoute, c'est 40%, c'est 40 donc, c'est la baisse des ventes de Macintosh d'un trimestre sur l'autre. Mais cette semaine, j'ai choisi de comparer les ventes du deuxième trimestre de chaque année depuis 2014. Si on compare avec les ventes de Noël, c'est normal que c'est un peu triché. Ouais. Donc en 2014, Apple a vendu 4,136 millions de Mac. Donc c'était plutôt un bon chiffre qui a énormément progressé en 2015. On était à 4,5 millions et cette année, on est à 4 tout juste. Ça fait quand même une grosse baisse d'une année sur l'autre. Ouais, 500 000 unités en moins, c'est énorme. Ouais, moins 500 000 unités. On est revenu en gros au niveau des ventes de Mac d'il y a de 2013. Ouais, non, 2013. C'est catastrophique. Ouais, ça fait depuis pas mal d'années, on va se tourner vers Didier, que le Mac n'avait pas vu ses ventes baisser. Le Mac surperformait par rapport au marché du PC qui était, on peut le dire, assez atone, voire en baisse chronique. Est-ce que cette annonce, cette baisse, est une surprise pour toi et pour Mac Forever? Moi, je pense qu'il tend en fait que les ventes baissent un peu, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une espèce d'euphorie autour de l'iPhone et Apple a vraiment oublié complètement ses utilisateurs et surtout ses utilisateurs historiques. Parce que, comme tu le disais, je pense que les ventes de Mac fonctionnent bien. Pourtant, aujourd'hui, Apple, ils pourraient te vendre des motoculteurs, ils pourraient te vendre n'importe quoi. Des briques. C'est vrai qu'ils sont dans une espèce d'état de grâce. C'est hyper hype d'avoir des produits Apple. Et c'est vrai que je pense que tout le public historique, lui, attend vraiment des mises à jour qui les font rêver. Nous, on le voit bien sur le site aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche chez nous? C'est quand on relaye des SSD, enfin des choses qui permettent de upgrader des vieux Mac de 2010-2011. Et puis les nouveaux, ça a l'air de moins partir. Hein. Clairement, je pense que les gens, les MacBook Pro Retina, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas été mis à jour. Les iMac, ils sont très très chers, les nouveaux. Les Mac Mini, pareil, fin 2014. Il y a bien le MacBook, mais bon, une fois qu'on l'a testé et qu'on a vu que ça rend tous les coins, ça ne fait pas forcément envie à tout le monde. Donc clairement, il est temps que Apple se bouge les fesses. Pour rebondir sur ce que disait Didier, Driss, alors qu'Apple a tendance à un petit peu ralentir en termes de renouvellement, on va en parler plus longuement dans un instant, du côté du monde PC,
on s'est beaucoup inspiré d'Apple, on fait aussi bien pour moins cher maintenant, carrément, avec des designs assez proches aujourd'hui. Bah, écoute, je serais tenté de te dire que dans le monde PC aujourd'hui, tu en as pour ton argent, hein, clairement. Comme vous disiez là, tout à l'heure, il n'y a pas eu de renouvellement depuis des lustres sur la gamme portable, si ce n'est le MacBook. Mais bon, le MacBook avec toutes les limitations qu'il peut avoir. Effectivement, le marché du PC, on le sait, il est en déclin depuis plusieurs années. Apple c'était un petit peu l'exception qui confirme la règle. Là, il rentre dans le rang. Moi, je pense que l'une des raisons justement pour lesquelles les ventes sont en baisse, c'est bel et bien ce manque de nouveautés sur toute la gamme portable. Aujourd'hui, quand tu vois le prix auquel est affiché un MacBook Pro, c'est vrai que moi je suis tenté de te dire, bah, écoute, va sur le PC, même si, bien entendu, macOS reste encore, c'est ce qui fait encore la spécificité de leurs produits. À la limite, hein, si tu as les compétences, monte-toi un Macintosh, tu en auras plus pour ton argent. Ouais. Pour rebondir sur ce que je disais à l'instant Driss et Didier, Paul, c'est vrai qu'on a l'impression que les Mac fans historiques, hein, les utilisateurs semblent un peu délaissés par Apple, et sachant que lors de la dernière conférence, l'une des dernières conférences lors de la présentation de l'iPad qui est devant toi, l'iPad Pro, Phil Schiller avait plus tendance à dire que ça allait remplacer les ordinateurs portables, que c'était le meilleur PC portable. Donc, et ça ciblait directement le Mac. C'est pas une bonne nouvelle. Phil Schiller a dit quand même une grosse connerie, et on a vu le chef de l'ingénierie, Dan Riccio, quand même se faire un facepalm au moment où Phil Schiller a dit ça. Phil Schiller a dit il y a 600 millions de PC Windows qui n'ont pas été upgradés depuis 5 ans, sauf que dans ce compte-là, il y avait aussi les Mac. Il a dit c'est si triste. Et là, Dan Riccio s'est mis une main sur la gueule parce que Apple est quand même l'une des compagnies qui prône, qui est fière de dire que ces ordinateurs durent assez longtemps. Aujourd'hui, vous pouvez installer El Capitan sur un Mac de 2008. C'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est clair que la gamme de Mac, elle fait pas envie du tout. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on parle un petit peu entre nous, entre fans et experts du Mac. Bien sûr. Et que, par exemple, quand un de mes amis va dans un Apple Store et veut un Mac, il dit « Bonjour, je voudrais un Mac portable. Oui, vous voulez quelle taille ? 13 pouces, le dernier, s'il vous plaît. » Il va demander le dernier et non pas quand va sortir le nouveau. Donc, il va prendre un MacBook Pro Retina 13 pouces, si je puis dire, en toute innocence. Nous, on va dire « Fais pas ça, la puce est vieille, il n'y a pas de carte graphique dédiée, c'est un dual-core, le SSD est trop petit. » Mais c'est nous. Et donc, je pense qu'il y a aussi toute une partie du public qui ne se rend pas compte de cet état des choses. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, Didier, toi qui un historique également en termes d'utilisateurs de Mac, qu'Apple ne valorise pas un peu plus la communauté des utilisateurs de Macintosh, hein, qui sont des évangélistes pour Apple, et depuis des années, ils ne font rien pour essayer de les valoriser, que ce ne fût-ce que dans les Apple Store. Hein. C'est quand même assez dramatique par rapport à d'autres marques qui, elles, font tout pour valoriser leur clientèle historique. Oui, puis je trouve qu'effectivement, il y a aussi quelque chose qui est quand même assez important, c'est qu'on n'a pas eu de gros gap de performance depuis pratiquement 5-6 ans. Il faut voir qu'une machine de 2010, comme disait Paul, ça tient encore bien la route, et qu'effectivement, Apple avait en fait toute l'opportunité de jouer sur d'autres choses. Par exemple, mettre des plus gros SSD, de mettre des Fusion Drive partout, de gonfler un petit peu la RAM, de se mettre en fait sur des éléments qui, je dirais, coûtent pas très cher en fait à mettre en place. Et aujourd'hui, c'est vrai que les SSD culminent à 1 Tera. Effectivement, le power user aujourd'hui est extrêmement frustré parce que les configs qui sont, je dirais, correctes, elles coûtent un bras. Et ces dernières années, en fait, on a eu un espèce de revirement, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a eu une petite période où on avait l'impression que Apple ouvrait ses machines, que ça devenait un petit peu, il y avait même le réparer votre Mac tout seul. Ouais. On a eu ça pour un petit moment. Et puis c'est vrai que là, ces dernières années, on sent vraiment qu'on s'oriente vers une stratégie de fermeture complète. Je vois le Mac Mini, le plus dingue, c'était, je me rappellerai toujours, cette présentation Apple, on était à Londres et puis on nous montrait ce Mac Mini qui était passé de 4 cœurs à 2 cœurs, où ils avaient fermé la petite trappe qu'on pouvait ouvrir avant. Je ne savais pas pourquoi. Et je pense que ça reflète bien la stratégie d'Apple aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, on n'achète plus quelque chose qui se configure, on achète juste, on choisit la couleur et puis on paye le prix fort. Et c'est vrai que pour un certain public, ça peut encore convenir, mais pour tout le public traditionnel du Mac, la pilule est difficile à passer quand même. Ouais. Donc bilan, un demi-million de Mac en moins lors du dernier trimestre. On va voir quelle sera
la réponse d'Apple lors du prochain trimestre. On espère les nouveaux Mac à la WWDC. On va essayer de passer en revue la gamme actuelle d'Apple, essayer de comprendre véritablement quelles sont les raisons de cette baisse. Tim Cook met en perspective un ralentissement économique, notamment en Chine. On va voir que c'est beaucoup plus simple que cela. Alors on le disait en préambule, Apple voit ses ventes baisser, 4 millions tout juste, la barre des 4 millions a été franchie lors du dernier trimestre fiscal. Ralentissement des renouvellements, pour vous donner une idée, ça fait presque combien d'années qu'Apple n'a pas mis à jour le Mac Pro? 3 ans. Que dire de l'écran à brancher dessus? 5 ans. Le Mac Mini, près de 2 ans également. L'iMac, allez, à part une version 4K en fin d'année dernière, il n'y a pas vraiment de nouveauté non plus depuis le 5K de l'année dernière. Et puis à quel prix? Le MacBook Pro, Didier vous le disait, n'a pas été mis à jour depuis longtemps. On l'attend la mise à jour désespérément, notamment l'arrivée du Thunderbolt 3. Et enfin, le MacBook Air, qui est vraiment le fleuron de la gamme d'Apple et de ses ventes, qui n'a pas vraiment été mis à jour cette année, si ce n'est une augmentation de la mémoire. C'est vraiment ridicule. Et surtout son design, il a près de 6 ans. On va essayer de passer en revue la gamme ensemble. On passe justement par les portables. C'est vraiment les locomotives de la vente aujourd'hui, les portables. C'est quoi, 2 ordinateurs sur 3 aujourd'hui chez Apple qui sont des ordinateurs portables, À peu près. Rappelez-vous, en mars 2015, quand Tim Cook présente le MacBook, il le présente pour une raison très simple. Le Mac est en croissance, mais si on casse la gamme entre portable et bureau, on s'aperçoit que le MacBook est en croissance de 30% quasiment, d'une année sur l'autre. C'était énorme. Les MacBook Air Pro et MacBook maintenant... La gamme portable en général. Voilà, la gamme portable avait une énorme croissance, d'où la naissance de ce petit portable. Mais on voit que le MacBook Air, qui représente encore énormément de ventes, aujourd'hui, il est cantonné à peu près au même rôle que le MacBook Pro avec lecteur SuperDrive de 2012. Qui est toujours au catalogue. Qui est toujours au catalogue. C'est une entrée de gamme. C'est un produit d'Apple. C'est rien de plus. On sent bien que le MacBook qui est arrivé, Didier, a un peu redistribué les cartes et quelque part compliqué la lisibilité de la gamme. On avait une gamme très claire, très lisible avec un MacBook Air assez sexy parce que c'était un nouveau design quand il est sorti en 2010 et ça a été un formidable succès et ça a expliqué l'explosion des ventes d'Apple. On pensait que le MacBook allait le remplacer progressivement et on s'aperçoit que son prix est bien plus élevé. Et il y a presque 500 €, voire 600 € d'écart aujourd'hui entre un MacBook et un MacBook Air. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, en termes de lisibilité, il y a mieux, Didier. Oui, clairement, et je pense que si Apple le garde au catalogue, c'est uniquement pour des questions de prix. Un prix symbolique. Autour de moi, il y a beaucoup d'étudiants, ils n'ont pas de quoi s'acheter un MacBook à 1500, 2000 balles, surtout sachant qu'il est moins performant. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué à vendre. À l'inverse, on a bien vu la petite mise à jour, ils ont mis 8 Go sur un modèle de RAM. Ouais. C'est vraiment ridicule. Donc, le MacBook Air, clairement, il ne va plus être mis à jour, il est vraiment en fin de vie. Alors, combien de temps est-ce qu'ils vont le garder comme ça? Est-ce qu'ils vont faire peut-être une petite mise à jour processeur, je sais pas, à la fin de l'année ou l'année prochaine? Aujourd'hui, la question, c'est plutôt, est-ce que le MacBook va baisser? Est-ce qu'effectivement, il va réussir à remplacer le MacBook Air? Ouais. On l'a vu, Driss, le MacBook Air, c'était vraiment on l'a vu même dans notre entourage, c'était vraiment l'ordinateur fétiche de tous les journalistes, notamment par sa légèreté, et puis surtout pour son prix, moins de 1000 € lorsqu'il est arrivé. Il est sorti, c'était un nouveau design, alors que le MacBook Air était un produit plutôt haut de gamme. Il a été repositionné lors des événements, souvenez-vous, Back to the Mac en 2010 avec Steve Jobs, donc ça fait un moment déjà, et le MacBook devait le remplacer, et là on s'aperçoit qu'il y a un prix de 50% d'écart. On se demande comment Apple peut baisser son prix. 1450 €. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le fait que les portables, les ventes se sont envolées, c'est une tendance générale aujourd'hui sur le marché du PC. Ce qu'ils ont, c'est le portable. On ne va pas chercher une tour. Après, moi, le MacBook, ça me fait penser à l'Apple Watch. Là, si tu veux, je suis sur la page d'Apple. Et ce qu'on te met en avant, c'est les couleurs. Ouais. Avant même les caractéristiques techniques ou quoi d'autre, c'est les couleurs et le prix. Et effectivement, comme Didier le disait, pour un étudiant, une machine de travail à 1500 €, tu oublies, surtout avec toutes les limitations qu'elle peut avoir. Donc forcément, c'est pertinent de garder ce MacBook Air au catalogue, même si lui aussi, aujourd'hui, moi je travaille sur un MacBook Air quand je suis en déplacement, j'en peux plus de la résolution de l'écran. Oui, il n'est pas Retina, bien sûr. Il n'a pas Retina, et aujourd'hui, tu as un PC pour le même prix qui va être surspéqué avec un écran Full HD ou plus. Donc effectivement, ça reste le produit d'Apple, mais la sanction, elle est en train d'arriver. De toute manière, Paul le disait, les ventes 500 000, c'est ça, ouais. 5 millions, 500 000 en moins.
Moi, et des annonces incessamment sous peu, même si bon, on est tous des fanboys, on y croit à chaque WWDC, mais là, il serait vraiment temps. Un autre exemple, c'est ce qui s'est passé au NAB, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du Mac Pro. Oui, on en parlera un peu plus tard. Le MacBook Air, c'est vraiment symbolique, hein, Paul. C'est une machine qui explique peut-être aussi l'érosion des ventes. La machine est moins sexy et Driss l'a dit, elle a été vraiment copiée par tous les constructeurs de PC qui le proposent, je dirais, des clones pour bien moins cher. Ça peut expliquer exactement les baisses de vente d'Apple aujourd'hui. Ça peut expliquer la baisse de vente d'Apple, mais en fait, Apple a un problème plus large qui est un problème de gamme. Ça, c'est un vrai problème. Quand on parle du MacBook Air aujourd'hui, on doit essayer de comprendre la gamme. On a un MacBook qui a un écran Retina, un processeur Core M, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD dans une config de base qui fait 12 pouces, qui est plus léger, plus petit, plus fin, mais plus cher qu'un MacBook Air, qui est donc, de par son nom, censé être la version Ultra légère et ceci et cela, qui n'a pas d'écran Retina, qui n'a pas de trackpad Force Touch, qui n'a pas ceci, pas cela, pas ceci. Et on a des MacBook Pro qui sont maintenant, qui étaient très sympas en 2012, mais qui sont des charrues, et qu'il faut absolument mettre à jour. Donc, on espère, on en avait parlé. C'est pas des charrues au sens qu'ils sont lents, mais ils sont gros, ils sont encombrants. Oui, on regarde le Dell XPS 15, par exemple. Il y a pire, mais c'est Oui, vrai qu'il a. mais quand tu regardes voilà. les derniers Dell, je suis désolé, c'est Ouais. juste, c'est dommage. Il y a énormément de choses à faire. Ce qui serait bien, à mon avis, ce serait qu'Apple peut-être propose un MacBook de 14 pouces et 2 vrais MacBook Ouais. Pro. Le Et qu'elle supprime le MacBook Ouais, Air. mais Parce on a que- bien vu que. Oui, on va en parler du reste de la gamme, mais on s'aperçoit qu'en termes d'entrée de gamme, il y a un problème d'usibilité. Tu l'as très c'est bien vrai. résumé. Et au-delà, il y a un problème de prix. Didier, on sait qu'Apple est une marque premium et on dit toujours pour Apple, le prix, c'est pas important. Et puis là, ils veulent valoriser la marque, mais quand même un prix psychologique à atteindre pour convaincre les utilisateurs de l'acheter. Il y a 1500 €. À l'heure où, en mois de septembre, il y a le back to school aux États-Unis qui est très important pour les écoles, notamment l'université. S'il n'y a pas un produit d'Apple sexy en entrée de gamme, ils vont avoir du mal à remonter la pente. Oui, après, tout dépend effectivement, enfin, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que les gens sont vraiment conscients de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, même un MacBook, tu vas à l'Apple Store, tu vas sur Internet, tu n'as pas l'impression que ça rame. Bon, un disque de 256 Go, ça ne te pose pas tellement de problèmes jusqu'à ce que tu mettes tes photos dessus, toute ta musique, etc. Est-ce que vraiment les gens se rendent compte de ça? Je ne suis pas sûr. Le MacBook Air, nous, enfin, moi, je vois des gens passer leur bureau tout le temps avec des MacBook Air. Bon, bah, ils font avec. Je dirais que effectivement, est-ce que les gens aujourd'hui ont la connaissance pour arriver à avoir une lisibilité de la gamme? Donc voilà, après nous, effectivement, on est là pour parler de ça. Donc nous, Ben oui. on s'insurge de voir cette gamme vraiment faire du surplace, surtout quand on voit les moyens qu'a Apple. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que les ingénieurs sont partis? Est-ce que les directives sont absolument plus sur le Mac? Est-ce que ça les intéresse plus tout simplement? C'est vraiment une vraie question, je pense, derrière. Ouais. On s'aperçoit que beaucoup de moyens sont mis sur l'iPhone. Toutes les équipes sont mises sur l'iPhone. On a l'impression que le Et Mac l'iPad. et l'iPad, mais en termes de vente, c'est encore pire que le Mac, si je peux me permettre. Et en tout cas, voilà, c'est plutôt le Mac qui cannibalise l'iPad en ce moment plutôt que l'inverse. Bref, il y a comme quoi il y a une morale dans l'histoire parfois. Mais on s'aperçoit que les moyens sont là, on en parlera dans un instant, mais elles ne sont pas forcément mises sur une nouvelle machine. Et au-delà, on s'aperçoit que la direction du design est assez particulière, Paul. Driss l'a bien illustré. Aujourd'hui, on privilégie les couleurs. Dans l'esprit d'Apple, et pourquoi pas, on considère que le Mac est un produit, l'ordinateur est un produit très grand public à l'image de l'iPhone, donc on va mettre en valeur ses couleurs plutôt que ses composants techniques. C'est vrai que ce qu'il y a sous le capot du MacBook, il ne vaut mieux pas trop en parler, franchement. Voilà, mais est-ce que quelque part cette obsession absolue de la finesse, est-ce que c'est ça véritablement ce qu'aspirent aujourd'hui les utilisateurs, selon toi? Alors, obsession de la finesse, non. Par contre, la légèreté, c'est devenu un vrai critère de choix pour un ordinateur. Le poids, ça, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'iPad Pro aussi. Ça fait 735 grammes. C'est quand même très pratique dans un sac, notamment un sac d'étudiant. Tu peux avoir 4 bouquins que tu as empruntés à la bibliothèque et ça pèse le poids d'un âne-mort. Donc ça, c'est important. Après, une course à la finesse, non, je pense pas que les gens soient là plus fin, plus fin, plus fin. Le MacBook Air est largement assez fin. Le MacBook, on n'en parle même pas. Par contre, les écrans, la batterie, l'autonomie, c'est devenu de vrais critères de choix. Et je pense que cette stagnation d'Apple aussi provient du fait qu'elle a attendu, qu'elle attend pas mal de technologies. Et que par exemple, on a vu qu'Apple était très flemmarde sur certaines choses. On va pas reparler de l'USB 3, ça va fâcher tout le monde. Mais il a fallu qu'Intel intègre le contrôleur à ses puces pour qu'Apple finisse par l'intégrer. Donc là, le Thunderbolt 3, c'est pareil. Il faudrait qu'Apple fasse un effort et elle n'a pas envie de le faire. Donc elle attend qu'on lui prémâche. Voilà, elle attend qu'on lui prémâche le travail pour sortir vraiment les machines qui vont autour. Donc on peut espérer quand même que dans l'année qui vient,
on assiste Raisonnablement. à un vrai rafraîchissement de toute la gamme de Mac. Didier tout à l'heure a parlé du Mac Mini, c'est une machine que j'aime beaucoup et moi ça me fait énormément de peine quand on voit ce qu'arrivent à faire certains constructeurs PC aujourd'hui. On peut espérer vraisemblablement, il y a beaucoup de rumeurs, on en parlera dans un instant dans le Busomètre avec Paul, Didier, sur un rafraîchissement possible du MacBook Pro, peut-être à la WWDC. On pourrait s'attendre de plus qu'une machine plus fine et puis l'arrivée de nouveaux connecteurs chers aux vidéastes notamment et aux professionnels. On pense à l'USB-C qui serait aussi le connecteur de la nouvelle génération du Thunderbolt 3, Didier. Alors moi j'ai une mauvaise nouvelle, je pense qu'ils n'arriveront pas avant la rentrée. Et pour une raison simple, c'est que on attend l'architecture AMD, là, les petites cartes Polaris pour portable. Ouais. Et effectivement, ils peuvent les annoncer à la WWDC, mais je ne suis pas sûr qu'AMD soit prêt. Et moi, je suis quand même assez surpris qu'Apple se soit maqué complètement avec AMD, parce qu'aujourd'hui, AMD a un retard quand même assez énorme en termes d'économie d'énergie, de performance. Nvidia est vraiment leader partout. Enfin, quand tu regardes les PC portables, il n'y a quasiment aucun portable qui a des cartes AMD. Sur le desktop, ils sont en train de perdre des parts de marché régulièrement. Et bon, Apple est un peu tributaire de ça. Donc voilà, au niveau calendrier, alors effectivement, le 13 pouces, ils peuvent le mettre à jour un petit peu avant. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, peut-être à la WWDC. Au niveau des connecteurs, ouais, alors là, c'est vraiment l'incompréhension. Apple était la première à mettre de l'USB, du Thunderbolt. Et puis là, ils arrivent après la guerre. Enfin là, ça commence. Nous, on a des constructeurs là, de disques durs qui nous proposent de faire des démos du Thunderbolt 3. Ils nous proposent de faire les démos sur PC, quoi. Enfin, on a vu avec la scie dans un cette peu émission il y a quelques semaines. Hein, leur gros disque pour vidéaste n'est pas compatible avec le Mac pour l'instant parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il faut acheter une carte Thunderbolt 3 dans un Mac Pro, mais je leur souhaite bien du plaisir. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi, Didier. Tu dis qu'on attend les puces Polaris. Je crois que celles qui ont été mises en retard entre guillemets, c'est les Polaris 10, c'est pas les 11 qui iraient dans les MacBook Pro. Et surtout, tu vas peut-être un peu vite parce que qu'est-ce qui te dit qu'Apple va mettre une carte graphique dédiée dans un MacBook Pro alors que l'Iris 580 des nouvelles puces Intel arrive à faire, au sens d'Apple à mon avis, jeu égal avec la carte graphique actuelle du MacBook Pro 15 pouces, voire même 10 ou 15% mieux. Ça lui permettrait de supprimer le GPU, de réduire la carte mère comme elle l'a fait sur le MacBook, d'augmenter la batterie, d'affiner la machine. Je pense qu'Apple va vers... S'ils font ça, ils perdent quand même tout un public. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Mais l'iMac 4K n'a pas de carte graphique externe. Mon MacBook Pro 13 pouces qui est un haut de gamme avec un Tera de SSD qui m'a coûté une fortune, mais j'en suis ravi maintenant. Bref, elle a une carte Iris également. Voilà. Mais tout dépend ce qu'on fait avec. Enfin, je vois, nous, on fait pas mal de montage sous Final Cut. Quand tu as l'Iris et quand tu as le GPU. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est monstrueux. Effectivement, à ce moment-là, la question est de savoir si Apple veut continuer à faire des machines pour les pros. Enfin, je veux dire, quand tu as une machine on a un petit peu la réponse. 2-3 000 euros, tu veux une carte graphique externe. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais ce que veut te dire Paul, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est que Apple a déjà proposé des solutions aux professionnels qui ne sont pas forcément taillées pour eux. On le voit avec la dernière génération de MacBook Pro 13 pouces, qui n'a pas de carte machine dédiée, qui coûte assez cher, entre 2 et 3 000 euros si vous prenez une configuration un peu musclée. Et en clair, si vous voulez du Nvidia, il faut prendre du 15 pouces. Voilà, c'est un peu chéro pour monter, puis c'est lourd. Je vais dire quelque chose aussi, et là je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais vu qu'Apple tient à faire des machines de plus en plus fines, qu'elle s'abstienne de mettre des cartes graphiques, ça évitera de devoir apporter son Mac tous les 2 ans au SAV pour faire changer sa carte mère. J'ai pas connu un seul MacBook Pro avec une carte graphique externe qui n'ait pas un problème avec ce composant, pas un. Et puis bon, les personnes de l'ACI nous disaient l'autre jour, lorsqu'on les a reçus dans cette émission, ils nous expliquaient que l'avantage du Thunderbolt 3, c'est que c'est la possibilité d'upgrader relativement facilement sa machine et de mettre du GPU externe. Voilà, c'est pour ça qu'on est si impatient dans cette émission de voir arriver le Thunderbolt 3 dans les MacBook Pro, parce que ça permettra de faire évoluer sa machine et de la rendre plus performante qu'elle l'est au départ en fonction des besoins de chacun. Mais c'est vrai de manière générale, on voit bien que Apple a un rythme de renouvellement qui est le sien. Et pour revenir vers Driss, on voit que dans le monde PC, le rythme s'est accéléré, celui d'Apple reste tranquille. Il y a pas si longtemps, on renouvelait les gammes tous les 6 mois. Là, les MacBook Pro, c'est tous les ans. Et je vous dis même pas les ordinateurs du bureau, on va en parler dans un instant, Driss. Ouais, enfin, t'es gentil, même quand tu dis tous les ans, on te rajoute un petit peu de RAM ici. Oui, on l'a vu avec le MacBook Air la semaine dernière, enfin il y a une quinzaine de jours. Tu vois, bon, certes, les SSD sont un petit peu plus rapides, mais on a un petit peu l'impression que c'est pour temporiser. On joue la montre.
Alors, encore une fois, hein, il y a une chose, on parlait du design tout à l'heure. Moi, franchement, le design me convient encore très très bien. C'est vrai que c'est des machines qui durent dans le temps. On voit un vieux MacBook Pro, il suffit que tu mettes un SSD et tu rajoutes de la RAM. Une machine de 2010-2011, elle tient encore largement la route. Le fait est, c'est qu'au regard maintenant de ce que te propose la concurrence, moi qui dois renouveler mes machines, je t'avoue que je me retrouve dans le cas de figure de mon MacBook Pro pré-unibody. Je me dis, ben non, pour le moment, il est hors de question que je mette des sommes pareilles dans une machine qui fait de la sorte, tu vois. 1 500 €, un MacBook Pro 13 pouces avec 128 Go de SSD, bon, c'est une blague quand même. Ouais. C'est qu'Apple se fait souvent pointer du doigt pour l'allocation mémoire de ces machines. C'est valable pour l'iPhone, c'est valable pour l'iPad et c'est valable aussi pour le Mac. On va passer. Alors, on voyait bien que les ralentissements peuvent s'expliquer, hein. Alors, évidemment, le grand public n'a pas forcément l'œil fixé sur la gamme d'Apple comme on peut l'être, nous, fanboys de base. Mais vous allez voir que la situation est encore plus compliquée sur le marché des ordinateurs de bureau. Alors, les ordinateurs de bureau, Paul, pas de grandes nouveautés cette année. On a eu un iMac 4K en fin d'année dernière, mais on s'aperçoit que la gamme d'iMac évolue peu de manière générale. C'est clair. Alors, cet iMac 4K, il aurait pu être extrêmement sympathique. Je vais aller un peu assez vite sur toutes ces caractéristiques pour m'arrêter sur un point, et je pense que Didier a les dents qui grincent et il sait de quoi je veux parler. C'est le disque dur 1 Teraoctet en entrée de gamme à 5400 tours par minute. C'est même pas digne d'un PowerBook G4 où tu pouvais avoir un disque dur à 7200 tours par minute. C'est honteux. C'est une machine qui rame, et elle vaut quand même 1 700 € de base. Et même pour de la bureautique simple, c'est un peu parfois très poussif. C'est quand même... C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Apple a gâché une machine qui aurait pu être très sympa. À ce niveau de prix, on peut penser qu'Apple pourrait mettre du SSD quand même. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient inventé une techno qui était incroyable, qui est le Fusion Drive, qui te permet vraiment d'avoir la sensation d'avoir un SSD de 2 ou 3 Tera, et qu'effectivement, ils te le font en option sur cette machine qui coûte très cher, comme disait Paul. C'est incompréhensible. En fait, moi j'ai l'impression de revivre un peu. Alors, moi j'étais très, très jeune à l'époque, hein, mais toute la période où Steve Jobs s'était fait virer d'Apple et où en fait ils ont sorti, je sais pas, ils ont décliné en fait le Macintosh à l'infini avec un petit peu plus de mémoire, avec des petits trucs externes, et les prix ont fait qu'augmenter. Le processeur a quasiment pas bougé pendant 5 ou je sais plus 6 ans, enfin, un truc aujourd'hui qui nous paraîtrait complètement fou. Et voilà, il manquait de machines qui fassent vraiment rêver. Ils jouaient la montre et ils se sont retrouvés dans les années 90 avec une gamme qui faisait plus rêver personne. Et moi, je revis un petit peu ça. Effectivement, l'iMac Retina, il avait vraiment les moyens de plaire à beaucoup de monde. En plus, cet écran, il est vraiment magnifique, mais ils ne mettent pas de GPU qui est vraiment capable aussi de le prendre en charge. Donc, c'est l'incompréhension, c'est surtout à ce niveau de prix en fait. Quand tu regardes effectivement le monde PC, ce qu'ils proposent pour ce prix-là, on n'a peut-être pas toujours les dalles 4K, mais maintenant ça commence à bien se démocratiser. Et puis le reste des composants, ne pas pouvoir changer par exemple la mémoire sur ce type de machine, c'est quand même fou. Totalement fermé. On fiche un petit peu, mais d'ici je sais pas, 4-5 ans, quand on aura un Mac qui tiendra bien la route au niveau processeur et tout, on aura envie de changer le disque et la mémoire, et on ne pourra pas, et on sera coincé, et on sera obligé de le renouveler. C'est vraiment dommage. Juste pour, j'ai souvenir de ce PC HP, le Z1, qui était un iMac un peu comme était le premier iMac G5. Tu retires le panneau du fond et tu peux tout changer en fait. Tous les composants. Apple, à une époque, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, tendait vers ça. La première génération d'iMac. Et on ne sait pas pourquoi maintenant elle semble avoir peur de ce que les utilisateurs peuvent faire avec ces machines. Alors oui, c'est la philosophie du Mac d'être une machine où tu mets le câble, tu branches, ça démarre et tu l'utilises. Au moins pouvoir changer la mémoire. Mais au moins pouvoir mettre des barrettes de RAM. Ou alors, je suis d'accord sur certains portables. Faire des portables de plus en plus intégrés, peut-être. Mais dans ce cas, que les options soient à des prix humains et qu'on propose de vraies options. C'est-à-dire, par exemple, jusqu'à 32 Go sur les MacBook Pro. Mais que Apple dise, un MacBook Pro, on fait une carte mère beaucoup plus petite pour vous mettre de la batterie partout, ça tient entre 12 et 15 heures. Franchement, je signe. Mais sur un iMac, là, je ne suis pas d'accord du tout. Didier, tu parlais tout à l'heure du sentiment du grand public lorsqu'il arrive en magasin qui n'est pas forcément sensible à toutes les qualités ou tous les défauts des Mac. Non, c'était toi, Paul. Et quand on demande, je voudrais le dernier Mac, s'il vous plaît. C'est vrai que quand on regarde l'évolution en termes de style, en termes de design des iMac ces dernières années, ils n'ont pas vraiment évolué, si ce n'est la finesse. Alors, il y a un gros travail, certainement, en matière industrielle pour affiner, et puis de conception pour affiner les machines. C'est l'obsession de Jonathan Ive, des machines de plus en plus fines, quitte à ce qu'il y ait moins de batterie dans les iPhones, ce qui peut paraître paradoxal, mais passons. Mais
quand on est une personne qui travaille déjà sur un iMac depuis de nombreuses années, on travaille face à un iMac, on voit aucune différence. Alors bien sûr, il y a des écrans de meilleure résolution, mais encore une fois, on voit du côté de PC Driss que non seulement on copie le concept de l'iMac, mais en plus on essaie d'aller vers autre chose. On pense à des écrans courbes, on pense à des écrans 21/9, bref, des choses qui pourraient être utiles pour les professionnels, notamment pour le montage Final Cut Pro. Il y a HP notamment qui a sorti un modèle cette année. On se demande qu'est-ce que fait Apple, ou Asus bien sûr. Driss. Oui, ouais, bah, moi aussi, hein, je me pose la question. C'est sûr que cet iMac, bon, il est joli, ça marche, mais enfin, j'en sais rien. Non, très franchement, ouais, c'est à se taper la tête contre les murs, le coup du disque dur. Enfin, Je tu vois, dirais on a qu'ils trouvent l'impression des d'être arguments nul. pour que les produits se dévalorisent. C'est fou, quoi. Et je ne dis pas l'économie que ça représente sur l'échelle d'une marge à 40% sur un iMac, de mettre un disque dur 5400 plutôt qu'un 7200 tours. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. On se tape la tête contre un mur. Juste pour rebondir sur la capacité, moi je suis quand même assez surpris Ouais, Didier. que effectivement Apple mette autant d'énergie à nous mettre des SSD ultra rapides, mais qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'en fait, les SSD vraiment très rapides, ils sont pour du montage vidéo, pour des choses comme ça, mais les capacités ne sont pas du tout adéquates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur un MacBook Pro, je crois le maximum c'est 1 Tera. 1 Tera, c'est Ouais. rien du tout. Et même quand tu regardes par rapport à ce qu'il y a dans le commerce, aujourd'hui, Samsung commence à faire des disques de 2, 3 Tera qui coûtent pas très cher, qui coûtent la moitié de l'option d'Apple. Et tu te dis, L'option 1 Tera. mais sur un iMac, quelle est la raison pour ne pas mettre des disques comme ça un petit peu standards qui Bien coûteraient sûr. moins cher et qui n'ont pas besoin de performance fou? Et moi, je comprends pas. Ouais. Et encore une fois, moi j'ai vraiment une lassitude du design. Hein. Le concept de l'iMac, il remonte quoi, 2004-2005, le l'iMac 2005 G5. pour l'iMac G5, l'aluminium 2007 Oui, et, puis cet écran il a évolué, plus large, mais- c'est 2009. Donc, Ça manque un petit peu 2012 d'audace. avec l'iMac fin. oui, 2012 avec l'iMac fin, Ouais. effectivement. Alors, Mais on sait qu'Apple est un peu fervent, en tout cas Jonathan Ive, Paul, de l'idée de, un peu comme les constructeurs automobiles, de renouveler chaque machine en gardant le même esprit. En clair, par exemple, l'exemple de la Golf et de Volkswagen. Ou de la Chaque fois, c'est une 911, toute nouvelle machine, mais on garde quand même les fondamentaux en termes de design pour rassurer la base installée. Alors, on peut comprendre qu'Apple veut le rationaliser comme ça sa gamme, mais ça manque un petit peu. Je dirais, moi, je me souviens de l'iMac tournesol, je me souviens même de l'iMac translucide. Enfin, c'était psychédélique, ça jetait, et c'était un bon rapport qualité-prix en plus à l'époque. Hein. c'est vrai que les premiers iMac étaient... C'est ça qui est dommage avec l'iMac, c'est que c'était une machine sympathique. Mais Elle populaire. était une machine très populaire, c'était pas trop cher, on en avait pour son argent et elle permettait de faire tout ce qu'elle promettait de faire. Et pour le design, je suis assez d'accord avec toi, même si je peux comprendre aussi ce raisonnement de se dire un peu comme la Golf ou la 911, la forme reste la même, mais Iconique. on améliore petit à petit. Par exemple, c'est ce qu'on disait, faire peut-être pourquoi pas un écran comme l'iPhone 6, un peu 2,5D comme dit Apple sur les bords. Il y a des choses à faire quand même, mais ce qui m'inquiète beaucoup avec cette machine, c'est que c'est une machine que les gens perçoivent encore plus que les Mac portables comme une espèce d'icône de ce que c'est faire Apple, parce qu'elle est très grande, elle en jette, elle est belle et elle est censée être puissante et justement être... Il y en a dans les salons, dans les bureaux. Et aujourd'hui, Apple aussi est en train de s'aliéner un public qui est celui de ses utilisateurs qui ne sont pas des prescripteurs comme le sont certains technophiles comme nous parfois, mais qui sont des utilisateurs sympathiques Et fidèle. et fidèle. Le kidam lambda qui va s'acheter un iMac, qui va prendre le modèle de base parce qu'il a du boulot à faire. Et là, quand il va allumer son iMac, avant il était content, il allait dire à son pote, je suis passé au Mac, j'ai un iMac, c'est cool, tu devrais faire pareil. Et là, il va dire, j'ai un iMac, il est beau, il est très lent. Ouais, pour le démarrer, j'en ai un sur mon bureau d'un iMac 4K, il faut 1 minute 30 pour qu'il démarre. Et ça, c'est celui-ci, très, mais 10 très secondes, grave. quoi. Tiens, pour faire une autre analogie avec Pour l'automobile, conclure, pour moi, Didier. l'iMac 2016, c'est la Mercedes coupé classe C, si Ouais. tu veux. C'est une superbe voiture, c'est vraiment, elle est magnifique. Tu prends le volant, tu appuies sur l'accélérateur, et là que tu réalises que c'est une bagnole pour des personnes de plus de 50 ans. Tu vois. Ça n'a rien dans le ventre, ça se traîne. D'accord, l'iMac, c'est un ordinateur de vieux, ben, ça promet. Non, qui est mis à châtie bien, messieurs d'Apple, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que voilà, ça commence à se voir. Et l'attitude de Tim Cook de dire, écoutez, oh, ralentissement économique, quand on voit le cash que génère la boîte, mais où vous mettez les moyens pour développer ces machines? Il est temps de remettre à jour les iMac. Voilà, il y a vraiment on attend du nouveau et du neuf. Et pour conclure sur les portables, sur les ordinateurs de bureau, Paul, alors le scandale le plus incroyable que j'ai jamais vu, et Didier l'a très bien résumé tout à l'heure, c'est le Mac Mini. Non seulement la machine est mise à jour tous les 3 ans, et quand elle est mise à jour,
On la ferme de plus en plus. On ne peut pas changer le disque dur, que c'était quand même l'une des caractéristiques de ce Mac Mini très sympathique. Bah, je l'ai fait sur le mien, c'était quand même super bien, quoi. Alors, je sais même plus, on peut encore changer la mémoire, Didier? Non, Même non, plus, c'est hein. fini, elle est soudée. Alors, le pire Soudée. le Mac Mini 2014, en fait, c'est dramatique parce que il a perdu en puissance. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un Mac Mini 2012. Gardez l'ancien. J'avais un quad-core. Et en plus, j'ai pu l'ouvrir, remettre de la RAM et mettre un SSD Ouais. en gardant mon disque interne. Et tout ça pour pas bien cher. Mais sur le 2014, c'est pas possible du tout. La RAM est soudée, on peut plus rien en faire. C'est des vis de sécurité, enfin c'est la galère pour l'ouvrir. Et en fait, c'est une machine qui a été refaite à moitié. C'est-à-dire qu'on sent qu'Apple aurait pu la mettre dans un châssis beaucoup plus petit, Ouais. vraiment beaucoup Pour plus raison de petit. coût, ils ont gardé le châssis. Et voilà. Et Ouais. ils ont pas osé aller au bout. Didier, historiquement, le Mac Mini, ça a toujours été le mal aimé d'Apple. Hein. Souviens-toi, lorsque Steve Jobs l'a présenté il y a plus d'une douzaine d'années, 2005. en 2005, on disait que c'était le conseil d'administration qui l'imposait, hein, parce qu'à l'époque, il fallait un Mac à moins de 500 €. On est loin de ce prix Oui, il est aujourd'hui. revenu au niveau tarif. Ouais, quand ouais. même, hein. Ouais. Oui, il est revenu, mais enfin, en termes de perf, c'est pas encore vraiment Il est ça. revenu. Ouais, il faut un écran, d'accord. C'est vrai qu'en Parce termes de que tarifs, beaucoup de gens attendent ce Mac quand même. Ouais. Attendent un nouveau Mac Mini. mais encore une fois, en termes de design, on reste figé sur un concept qui est là depuis maintenant 2010 pour la mise à jour aluminium. Hein. Donc ça fait presque 6 ans aujourd'hui en termes de design. Alors que Paul l'a très bien dit, l'intérieur tiendrait dans un iPhone ou un Raspberry Pi. Donc là, les designers d'Apple pourraient se lâcher. Et on ne se comprend pas pourquoi ils ne se lâchent pas. Je pense que ça va être pour cette année le Mac Mini tout fin avec la Ouais. carte mère type MacBook. Et Ouais. après, Moi, j'ai là-dedans, perdu tu pourras espoir, vraiment pour le plus Mac. l'ouvrir du tout, quoi. Ouais, bah non, c'est au moins pour une bonne raison. C'est-à-dire que tu le fermes, mais tu proposes un design vraiment, entre guillemets, révolutionnaire, à savoir un produit extrêmement compact qu'on peut presque balader. Souviens-toi de ce qu'avait présenté Microsoft, qui t'avait fait rêver, Paul, en début d'année avec ces téléphones qu'on branche sur un écran et ça devient un PC. Et ben, après tout, ça pourrait être un ordinateur transportable qui viendrait dans la poche, pourquoi pas, et surtout un produit relativement abordable. Le Mac Mini, c'est assez incompréhensible. Driss, on sait que dans le monde PC, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour vraiment réduire la taille des ordinateurs de bureau. Et puis le vrai succès, c'est pas du PC, mais c'est pas loin, c'est le Raspberry Pi. Oui, alors bon, Raspberry Pi, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Hein, mais Pour un usage. Aujourd'hui, Ouais. je me souviens plus de la marque, là, mais je viens de voir un produit, un ordinateur qui est sorti. En gros, c'est la taille de ton téléphone. Tu le branches sur un téléviseur et puis tu as un ordinateur. Tu vois. Un vrai ordi sur Windows. Tu parlais également des smartphones. Aujourd'hui, tu prends les Lumia de Microsoft, bon, les hauts de gamme, hein, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont ce mode continuum où tu branches ton smartphone sur une station, tu le branches sur un moniteur, une télé, tu as un clavier sans fil, une souris sans fil, et zou, et ça dans ton smartphone que tu peux continuer à utiliser en parallèle. Là, en l'occurrence, le Mac Mini, moi je vous rejoins dans ce que vous disiez, c'est vrai que c'est une machine très sympa, c'est simple à mettre en place, tu peux créer un Media Center avec. Pourquoi avoir complètement bridé la machine? Je veux dire, laisser-la en l'état. Au lieu de rajouter des fonctionnalités, là, on t'en enlève. C'est encore une fois, c'est aberrant. On pourrait très bien faire la même machine dans un encombrement bien moindre. C'est vrai que Driss vient de dire quelque chose qui est quand même assez étonnant. Il a raison, on a envie de dire à Apple, mais laissez nos machines tranquilles en fait. Si vous ne voulez pas vous en occuper, vous en occupez pas. Parce que vous avez tendance à les faire, mais... Mais on a surtout envie de dire aux équipes d'Apple qui, malgré tout, on aime ou on n'aime pas le MacBook, mais ça prouve qu'Apple peut encore sortir un vrai Mac, ce que j'appelle un vrai Mac, c'est-à-dire quelque chose qui montre un petit peu peut-être de comment on utilisera un ordinateur demain et qui est un petit peu énervant sur d'autres plans. Un vrai Macintosh comme l'a été le 128K, comme ils l'ont tous été. Et on a envie de dire aux ingénieurs et aux designers d'Apple, éclatez-vous, faites-nous un peu rêver parce que le Mac, arrêtez de nous faire croire que le Mac est mort. J'ai l'impression de vivre ce que je n'ai pas vécu et que je n'aurais pas aimé vivre, c'est-à-dire ce qui est arrivé à l'Apple II quand le Macintosh est sorti. Ouais. J'ai pas du tout envie qu'il se passe la même chose avec le Mac, surtout que le Mac, aujourd'hui, c'est ce qui peut tirer les ventes d'iPad vers le haut. Parce que tous les pros aiment le Mac et l'utilisent. Les créatifs, les journalistes, c'est des publics influents qui vont recommander des choses à leurs amis. Pas et forcément Apple, les journalistes, mais de manière générale, les pros en général, les graphistes, les professions audiovisuelles, le montage vidéo, le montage du son. Et c'est vrai que pour cela, il faut un ordinateur professionnel. Et là, du côté du Mac Pro, là, on s'arrache aussi les cheveux. Près de 3 ans sur renouvellement, la machine est restée figée. Là, il y a véritablement urgence. On a fait une émission entière il y a 3 semaines, on ne va pas y revenir. Mais voilà, on arrive à la WWDC, on s'est adressé aux professionnels. C'est le moment ou jamais de proposer un Mac Pro avec des portes Thunderbolt 3. Mais ce qui est très étonnant avec cette machine, c'est que quand Phil Schiller l'a présenté en 2013... Très ambitieux. Très ambitieux. Phil Schiller l'a quand même présenté en disant « Can't innovate anymore, my ass ». On ne peut plus innover mon cul. Ouais. Et je me suis dit, OK, elle va plaire et elle va déplaire à beaucoup,
Mais au moins, c'est pareil, c'est comme le MacBook. Ça prouve qu'Apple sait encore faire des ordinateurs. Et j'étais plein d'espoir. Et il y avait plein de promesses dans cette machine. Peu ont été tenues, même si on commence à voir des choses. Par exemple, il y a des studios d'audiovisuel. Aujourd'hui, on a des boîtiers d'acquisition en Thunderbolt 2, des baies de RAID en Thunderbolt 2. C'est une jolie machine. Mais aujourd'hui, les specs, c'est juste pas possible. Et surtout, elle aurait perdu $2000. On aurait un MacBook Pro quad-core premier prix avec 12 Go de RAM et 512 Go de SSD à 1 999 €. On gueulerait pas. Mais là, le problème, c'est qu'elle est à 4 000 € pour une config qui n'a pas bougé d'un iota. Et ça, c'est un problème. C'est pas très. Voilà, je veux dire, on a l'impression qu'Apple, et ça marche, et ça a marché pendant longtemps, profiter de l'effet halo de l'iPhone pour vendre ses Macs. Et c'est vrai que l'iPhone se vendait super bien. Et là, il y a une petite érosion quand même ces derniers temps. Et il y a une formidable attraction de la marque autour d'Apple. C'est quand même dommage de s'en tenir qu'à ça. Moi, je préfère que les gens achètent une machine pour ses vraies qualités. Elle en a, il faut juste les développer et se mettre au travail. Je terminerai juste par un chiffre. 10 milliards de dollars, c'est le budget supposé de recherche-développement pour l'année, je ne vais pas dire de bêtises, l'année 2015, ce qui est quand même considérable. C'est le cabinet Above Avalon qui a révélé ce chiffre. 10 milliards de dollars. Faites-nous plaisir, Apple. Merci. On passe au busomètre avec Paul Rudd. Allez, le busomètre, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé autour d'Apple cette semaine, Paul? Eh bien, cette semaine, ça ne va pas faire beaucoup plaisir aux utilisateurs de Mac, justement parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On commence avec la première rumeur, un iPhone avec un écran OLED pour 2018. On en a déjà discuté. Un peu en arrière. Un peu en avant, un peu en arrière. Et ce serait, d'après un cabinet d'analyse, sur 30% de la gamme, c'est-à-dire que sur le modèle Plus, par exemple. Donc Apple ferait une transition sur l'OLED en douceur. On ne se presse pas, ça fait jamais que 4 ans que les autres utilisent. En termes de capacité de production, c'est ça. On pense à Samsung qui est le principal producteur d'écran OLED ou AMOLED dans la gamme Samsung. Voilà, c'est compliqué, c'est de trouver des gens pour le produire. Pour en produire 100 millions par an, globalement. Ce qui est une paille. Ce qui est une paille. Deuxième rumeur. Deuxième rumeur, ce serait un port Smart Connector pour l'iPhone 7, excusez-moi. Donc ce port, vous le savez, c'est ces trois petits points qu'on voit sur la tranche des iPad Pro 9,7 et 12,9 pouces. L'iPhone 7 Plus ou Pro aurait droit à ce port Smart Connector au dos. Ça pourrait servir à le docker, à mettre, pourquoi pas... un peu à matérialiser comme on peut faire, mais... ça pourrait, par exemple, Lenovo a présenté un concept comme ça pour son dernier téléphone, pour mettre des accessoires un peu à la manière du G5, mais sans avoir à éteindre ou rallumer le téléphone. Voilà. D'accord. Donc ça pourrait être pas mal, on verra. Le charger, juste en le posant. Simplement le charger, on verra un petit peu, on espère un peu mieux que ça quand même. Ouais, elle était partie, elle est revenue, également cette semaine. Ça va être comme ça jusqu'au mois de septembre, c'est comme la météo, il fait beau, il fait plus beau. Ouais. La troisième rumeur, c'est, on va en parler dans quelques minutes avec ceci. Qu'est-ce que c'est, Paul ? C'est le Huawei P9 qui utilise un double appareil photo en fait, il compose la photo avec ses deux objectifs. L'iPhone 7, le modèle Plus, en serait équipé également. Même le modèle Pro, dit la rumeur. Le modèle Pro ou Plus, on en revient à cette question-là. L'iPhone 7 tout court, lui, il aurait, comme l'iPhone 6S, mais en plus gros. Il aurait un meilleur appareil photo, mais on resterait sur un seul capteur. Voilà, donc on verra un petit peu ce que nous réserve Apple en septembre. Pas de Mac ? Si, quatrième rumeur, les nouveaux MacBook Pro à la WWDC. J'espère vraiment, il y a urgence. Allez-y les gars, sortez-nous quelque chose à ce moment-là. Ce serait pour le 14 juin. On peut vous aider si vous voulez. On ne sait pas quoi faire durant le week-end. Non, je plaisante. On peut vous appeler. Et dernière rumeur, elle était déjà là, mais on continue à en parler. L'Apple Watch 2 en septembre. On ne sait pas trop si ce sera une Apple Watch S avec le même design et une batterie plus grosse, une carte mère plus petite, un processeur plus rapide. Il y en aurait besoin. Plus rapide, ce serait pas mal. Ouais. Ou un modèle légèrement plus fin, comme certaines rumeurs l'ont annoncé. Merci Paul. On passe maintenant à la deuxième grande partie de cette émission. On va parler du petit bijou de chez Huawei, le Huawei P9. Alors du nouveau du côté des constructeurs chinois à nouveau, et cette fois-ci c'est le géant chinois Huawei qui a dégainé un P9. Tu l'as dit tout à l'heure en préambule, Paul. Il est étonnant parce qu'il a deux capteurs photo et surtout, chose encore plus étonnante, si on peut le montrer à la caméra, il y a un petit logo à l'arrière qui s'appelle Leica, qui est quand même une référence absolue en matière d'appareil photo. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est vraiment proposer le meilleur smartphone, la meilleure caméra pour un smartphone? C'est ça, c'est l'idée de Huawei. Effectivement, c'est des capteurs qui font de très belles photos. Après, je trouve ça honteux que Leica se soit compromise entre guillemets avec un constructeur, que ce soit Huawei ou Apple. Ça, on te fait un gros chèque. Je trouve que c'est pas bien. Et de toute façon, Leica est une marque qui part elle aussi, qui fait des trucs un peu bizarres depuis quelques temps. Mais voilà, donc c'est de très beaux appareils photo. Ils ont été c'est pas des capteurs Leica, attention, ni des optiques Leica, ni du verre Leica. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Ils ont juste été
ils sont en conformité avec certains standards de Leica. Donc en clair, Voilà. ce sont des capteurs Sony Exactement, de 12 je millions de crois. pixels, hein, il y a à peu près les mêmes qu'il y a dans l'iPhone aujourd'hui, sauf qu'il y en a deux. Il y en a deux. Et puis surtout, la chose assez étonnante, le deuxième capteur est optimisé pour le monochrome, hein, pour le noir et blanc. C'est pas forcément nouveau ces choix de mettre deux capteurs dans l'univers Android, parce que ça fonctionne bien sûr sur Android. Driss, on l'avait vu il y a quelques années avec HTC, on l'a vu plus récemment avec le LG G5 notamment, mais là, la volonté vraiment est de vraiment proposer un produit vraiment en termes de performance et de qualité qui soit digne d'un professionnel, notamment vers le noir et blanc, qui est vraiment la marotte de Leica, Driss. Bon, alors déjà, je vais faire plaisir à Paul. Hein. La marque Leica, c'est un gros coup de marketing, point barre. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? C'est que cette semaine, quel jour on est? Mardi. Pardon, la semaine dernière, les bébés, ça fait perdre un peu le fil de... La semaine dernière, vous avez Honor, qui est une marque de Huawei qui est vendue exclusivement sur le web avec une cible un peu plus junior, Et en qui a sorti plus entrée le de gamme. Honor V8. Et ce Honor V8 a exactement le même appareil photo que le P9, ceci près qu'il n'y a pas le badge Leica. Ouais, mais en termes, Voilà. tu as le logiciel derrière, tu as le même traitement logiciel que le P9, parce que c'est là-dessus qu'ils insistent quand même. Hein. On a fait quelques essais avant le début de cette émission, c'est assez épatant quand même. Écoute, sur le papier c'est le même, j'ai pas pu le tester donc je vais pas aller m'avancer encore, mais en l'occurrence, quand tu regardes les specs techniques, c'est exactement la même chose, sachant qu'encore une fois c'est la même maison, je les vois mal tout redévelopper, on prend le même et on te sort un produit, c'est ce qu'ils font de toute manière avec Honor aujourd'hui chez Huawei, c'est exactement les mêmes produits mais qui sont badgés et vendus différemment dans d'autres canaux de distribution. Donc ça, c'était pour le côté Leica, la caution. Pour Leica, ce que ça leur apporte, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un relais de croissance. Et quoi de mieux que le téléphone mobile? Oui, Après, pour ce qui est des performances en tant que telles, ouais. c'est sûr que j'ai pu voir des photos avec Fanny, on s'amusait avec le téléphone. Tu la t'es semaine amusé dernière. avec Fanny, c'est intéressant. Oh. Et Oh, ouais, ça va. franchement, pour le coup, autant avec le P8, il nous avait sorti tout un tas de fonctionnalités sur le papier, ça avait l'air canon, et puis en fait, ouais, bof. Et là, finalement, le côté profondeur de champ et le contraste sur les photos, c'est quand même bluffant. Hein. Franchement, ça fait super envie. Pour le coup, là, je suis vraiment tenté par la bête. Pour expliquer ce que font ces deux capteurs, hein, chez LG, tu as deux angles différents. Tu as un grand angle et un format standard. Ouais. Là, chez Huawei, avec le P9, tu as un capteur qui prend une photo normale, dirons-nous, et l'autre capteur qui prend une photo en noir et blanc. Et on va combiner les deux pour améliorer le rendu de tes photos. C'est une sorte de HDR, si tu veux. Et pour ce que j'en ai vu, ça marche. Ouais. On a fait quelques photos avant de commencer cette émission. C'est assez bluffant. Hein. C'est un peu comme ça. Moi personnellement, ça m'a rappelé un peu l'idée du Litro. Tu sais, l'appareil photo que tu aimes tant. L'analogie avec l'HDR est bien trouvée, hein, Driss. C'est-à-dire qu'on fait une photo et on peut décider où va aller le flou, au premier plan ou au second plan. Parce qu'en fait, il prend deux photos différentes et permet d'ajuster la profondeur de champ. C'est plutôt bien vu. Exactement. D'ailleurs, il faut en fait faire une espèce de 3D touch sur l'écran et on peut jouer ensuite avec deux points de focus qui permettent justement de jouer sur une espèce de Regardez, on voit sur cette bokeh. image, Paul a pris une photo avec le P9. Là, on voit véritablement, entre guillemets, la profondeur de champ. C'est-à-dire que l'arrière-plan est pas au flou. D'habitude, pour faire cet effet-là, soit on le fait dans Photoshop à la main, soit évidemment on a un réflexe qui permet de le faire naturellement avec des optiques dignes de ce nom. Donc là, on triche avec deux capteurs, vous avez bien compris. Ici, on fait l'équivalent avec l'iPhone 6S. Bah forcément, on n'a pas cette profondeur de champ, il faut donc tricher. Encore une fois, Didier, là, on s'aperçoit que c'est une rumeur assez récurrente, on l'a dit dans le busomètre, c'est une tendance qui est de fond dans l'univers des smartphones, ces deux capteurs, et il semblerait qu'Apple le suivent et ça adopte, du moins sur son très haut de gamme, cette idée d'avoir deux appareils photo. Oui, de toute façon, bon, les marges maintenant pour innover sont quand même assez réduites, donc il faut bien se concentrer sur les choses que les gens utilisent. Et effectivement, le capteur photo, c'est quelque chose, voilà, c'est pas un nice to have, quoi. Maintenant, les gens utilisent ça à la place de leur compact. Donc, je vois sur nous, on a les deux iPhones à la rédac, et c'est vrai que le gros avec son stabilisateur optique, Le 6 en 4K, on arrive à faire des choses qui sont vraiment pas mal et on en veut encore plus. Donc effectivement, un capteur qui te fait des photos encore plus lumineuses, qui est capable de filmer dans le noir, qui stabilise encore mieux l'image, on en redemande. Et je pense que de toute façon, l'innovation va pas s'arrêter parce que ces dernières années, il y a vraiment eu des gros progrès. Et moi, je demande encore un double capteur, je demande encore des mégapixels à l'infini. Ouais.
c'est vraiment sympa d'avoir tout ça. À la différence d'idée que là, effectivement, alors que ça fait plusieurs années maintenant, allez, on exagère plusieurs années, mais ça fait quelques temps qu'on voit arriver ce concept dans l'univers Android, Apple tarde un petit peu et va être le dernier presque à dégainer en septembre avec l'iPhone. Mais peut-être qu'ils attendent aussi. Enfin, il y a pas très longtemps, ils nous disaient que je sais plus qu'il y avait 1000 personnes, je crois, qui travaillaient sur leur capteur photo. C'est vrai que voilà, Huawei fait le buzz avec son P9. On va en parler pendant 2 semaines. Je pense pas que les gens vont acheter ça pour avoir l'appareil photo ou peut-être quelques fanboys. Ouais. Quand ça arrive sur l'iPhone, voilà, il faut que ça marche, il faut que ce soit nickel. Moi, je me rappelle de la 4K. J'ai essayé plein de téléphones chinois avec la 4K, notamment le OnePlus, etc., où il y avait soi-disant la stabilisation optique, machin. En fait, le processeur avait du mal à suivre. Au niveau soft, c'était pas terrible. Il y avait des sauts dans l'image, etc. Ça arrive sur l'iPhone, c'est bien fini, ça fonctionne. Il y a la puissance CPU qu'il faut. Il y a l'enregistrement. Pendant 10 minutes, tu peux filmer ton truc. Il n'est pas en train de chauffer comme un fou. Donc, voilà, Apple prend son temps, des fois, sur certaines codas qui méritent qu'on prenne son temps par rapport à des marques qui vont essayer d'en mettre le maximum à un moment donné. Et effectivement, il va manquer des fois la finition sur le software. Il ne faut pas oublier que le software, tout le monde a les mêmes capteurs maintenant sur les téléphones. Ouais, Sony essentiellement. Sur le software. Il y en a 2 grands fonds, c'est clair. On va revenir sur le software parce que Apple s'inspire pas mal d'Apple. Huawei s'inspire pas mal d'Apple, c'est plutôt bien vu. Oui, Iris. Oui, non, Didier disait avec son iPhone, il peut enregistrer pendant des heures. Je te rappelle que sur le 16 Go Voilà. en 4K, tu peux pas aller super. Voilà, c'était la boutade. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, une autre chose aussi, c'est une autre grosse tendance. C'est vrai qu'avant, c'était la course au pixel sur les smartphones. Maintenant, on revient en arrière, tu vois. On se contente, on peut avoir des smartphones comme chez Sony avec des capteurs de 21 mégapixels. Ceci étant, la tendance aujourd'hui, c'est à baisser la résolution et à augmenter la taille des photosites, histoire de capter plus de lumière. Et là, c'est le cas sur ce P9, on a 12 mégapixels. Ouais, bon, par contre, on s'aperçoit qu'on se rapproche de plus en plus de la qualité, je dirais, d'un réflexe. Bon, c'est pas encore des zooms optiques, donc là, les réflexes ont encore une longueur d'avance, mais on s'aperçoit que ça devient de plus en plus crédible quand même, notamment le mode noir et blanc qui est assez fabuleux. Le mode noir et blanc est extrêmement bien fait pour le coup. C'est à plaire au pro, très joli. Qui est vraiment la signature. Rodrigo n'est pas là aujourd'hui, mais il adorait prendre des photos. C'était un grand fan de Leica. Il y a quand même, ouais, c'est pas un réflexe quoi. Oui, c'est pas un hybride non plus. Il y a quand même un truc. 550 €. 550 €. Voilà. Mais pouvoir choisir ses optiques, pouvoir. Le problème, c'est que la facilité qu'on a à prendre des photos avec nos téléphones fait de nous des espèces de photographes amateurs et on n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on nie un peu le côté technique qu'il y a quand même derrière le fait de prendre une photo. Et le fait qu'on ne sait plus aujourd'hui faire de la photo. Moi, je vois la première fois que j'ai eu un réflexe dans la main, c'était ridicule, j'étais ridicule. Et je pense que Huawei, pour ça, va dans la bonne direction parce que c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Cam Pro sur iPhone, qui permet de régler la balance des blancs, les ISO, ceci, cela. Là, tout est intégré directement à l'application photo du téléphone et on peut apprendre en faisant joujou. Et ça, c'est bien. C'est peut-être là où se fera peut-être Driss la différence avec le Honor au niveau de l'application, mais rien n'empêche évidemment un utilisateur d'installer une application photo tierce qui permet de rendre cette fonctionnalité accessible. Pour conclure sur l'appareil photo du P9 de Huawei, c'est plutôt bien vu, encore une fois, Driss et Didier, d'avoir signé avec Leica, parce que c'est vrai que là, c'est une marque chinoise qui n'est pas forcément très connue du grand public, qui est excessivement présente dans les infrastructures GSM, 4G aujourd'hui un peu partout dans le monde, qui est vraiment un acteur important. Dans l'émission des 40 ans, lorsqu'on a reçu Jean-Louis Gassi, il a insisté beaucoup sur le fait qu'il y avait énormément de chercheurs, il fallait les surveiller dans les années qui viennent. Mais en termes d'image de marque, c'est pas encore ça. Et signé avec Leica, ça donne quand même un petit côté premium. Pour un positionnement de prix qui n'est pas un positionnement de prix d'entrée de gamme. 550 €, c'est plutôt bien vu de signer avec Leica. C'est moins cher que l'iPhone. Clairement, c'est bien vu. Écoute, moi j'ai eu la chance d'aller chez Huawei en Chine, à Shenzhen. C'est juste un truc de fou. Quand tu vois leur campus, mais tu hallucines, quoi. C'est leur showroom notamment où tu vois toutes les technologies, parce qu'ils ne font pas que du smartphone. Hein. Ils font également tout ce qui est du réseau, etc., des produits très professionnels. Ils bossent sur l'après 5G, 6G, 20G, ce que tu veux. C'est hallucinant et ils ont une puissance de feu qui est monstrueuse. Ils cartonnent dans plusieurs pays. Ils ont juste un problème, c'est qu'effectivement, si je te dis Apple, tout de suite, le grand public sait de quoi on parle. Tu dis Huawei, c'est pas encore le cas. Donc effectivement, c'est le fait de se maquiller avec Leica, ça peut leur apporter une caution.
Même si, de toi à moi, je suis pas sûr encore que ce soit la raison pour laquelle tu vas acheter le smartphone. En tout cas, c'est un joli coup marketing, c'est plutôt bien vu. On peut s'interroger sur le coup de Leica. Moi, je trouve qu'ils détériorent leur marque. On verra. L'avenir nous le dira. On passe plus au côté pratique, au côté design avec toi. Alors, le design, la qualité de fabrication, là, on est vraiment dans du haut de gamme. Hein. On l'avait déjà vu avec le P8. Là, on est dans les critères d'Apple en matière de fabrication. Les constructeurs chinois ont de l'ambition, y compris sur le marché premium, Paul. C'est un très beau téléphone, vraiment, je tiens à le dire. Il est extrêmement agréable dans la main. Et ça, je trouve que l'iPhone 6 a tendance à beaucoup glisser ou à sauter de la main comme avec ça. ses bords arrondis, là, Avec ses bords très arrondis. plus rectangulaire. Là, en fait, on a l'impression que Huawei a voulu prendre le meilleur de l'iPhone 5S et le meilleur de l'iPhone 6, c'est-à-dire qu'il est très légèrement bombé, mais qu'on a les chanfreins, ce qui donne quand même un aspect très qualitatif. L'écran, Et une meilleure prise en main. très bonne prise en main, vraiment très agréable. Les boutons tombent sous les doigts. C'est vraiment très très sympa. C'est un téléphone réellement premium. Il est très fin, vraiment. Et il a l'air extrêmement solide. Hein. Il n'y aura pas de bang gauge, je pense. Faut que je le rende cet après-midi. Il y a un port USB-C, il y a un port jack, USB-C, juste ici. Voilà, vraiment, il y a ces deux capteurs photo à l'arrière qui ne débordent pas. Et un petit truc au dos c'est quoi? C'est un Touch ID façon Huawei. D'accord. Donc en fait, voilà, le Touch ID est au dos, ce qui s'est déjà vu dans le monde Android. Mais en fait, ça se défend. Hein. C'est vrai que je trouve que sur les grands téléphones, on a tendance à pas vraiment... Le pouce a du mal à se balader un peu partout sur la surface. Ouais. C'est assez malin, on prend souvent son téléphone comme ça, on pose le doigt derrière, ça le déverrouille. C'est pratique, moi je ne suis pas contre du tout en fait. Et vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est quand même ces deux très beaux appareils photo qui prouvent qu'on peut avoir un appareil photo de très grande qualité sans avoir une excroissance qui fait que le téléphone fait du bruit quand on le pose sur une table parce qu'il a tendance à bouger et que du coup ça le raye en plus. Ouais. Donc voilà. L'écran par contre, je le dis, je ne sais pas si ça rentre dans le design ou dans les specs. Ouais, vas-y. L'écran est un écran simplement HD et non pas Quad HD comme on a tendance à le voir chez d'autres grands constructeurs Android. Il reste quand même d'une très belle qualité, voilà, le rendu est très joli. C'est quand même ce qu'on pourrait appeler chez Apple du Retina, mais on n'est pas sur de la 4K. Voilà. Ouais. En clair, et puis surtout, c'est pas un écran, aide-moi, pas AMOLED, mais... Oui, c'est un LCD, voilà. C'est un écran LCD. IPS, hein, comme sur l'iPhone. Et on sait qu'en termes de gestion du noir, c'est la qualité des Samsung notamment, ils sont un petit peu en retrait par rapport au S7. Pour revenir un petit détail sur l'appareil photo, on a fait quelques photos avant de commencer. En termes de basse lumière, quand même, c'est pas encore parfait, même s'il fait de magnifiques photos en basse lumière, c'est pas aussi bien que ce qu'on avait pu voir avec le S7. Mais passons. Didier, concrètement, on le voit bien, là, les Chinois sont crédibles sur la fabrication de téléphones premium. On en a parlé tout à l'heure avec Driss. Ils n'ont pas l'image de marque d'Apple, bien sûr. C'est pour ça qu'ils signent avec Leica. Mais au-delà, ils arrivent à produire souvent dans la même usine qu'Apple, des produits très proches. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger pour Apple? Moi, je me souviens, il y a quelques années, je discutais avec les responsables d'Apple en disant « Mais vous n'avez pas peur qu'un jour, les marques chinoises produisent à votre place ?» Et ils avaient gentiment souri. Oui, bon, après, c'est le vieux débat hein, aussi. Est-ce que vraiment ils sont en concurrence avec, de toute façon, les téléphones Android? Est-ce que vraiment les gens choisissent aujourd'hui encore entre l'iPhone et Android Enfin, au dernier moment, je dirais qu'à partir du moment où tu as choisi ton camp, maintenant, tu es maqué avec l'App Store, avec tous ces trucs. Je sais que c'est un peu un vieux débat, mais bon, malgré tout, moi, dès que je teste un Android, on en teste régulièrement ici, voilà, on perd le iMessage, on perd tout un tas de trucs. Mais effectivement, enfin, juste pour en revenir sur le form factor, moi, je m'étonne un petit peu quand même que... Enfin, je sais pas, quand l'iPhone 6 est sorti, on a tous trouvé moche ces petites bandes d'antennes, cette espèce de design un peu bizarre en haut et en bas. Et enfin, quasiment tout le monde le reprend là sur Samsung ici, sur le P9. Je suis assez surpris. HTC l'avait fait un petit peu avant aussi. HTC l'avait fait sur le M7, oui. Ouais, l'avait fait un petit peu avant déjà, mais c'est vrai que c'est, je vous le montre sur le mien, c'est vrai que c'est bande. C'est d'ailleurs sur ce point-là que travailleraient les designers d'Apple. On verra qu'est-ce que ça donnera dans la prochaine génération. Là, c'est une version sidérale, donc effectivement, pas forcément le plus élégant, mais c'est vrai que c'est... Je pas non plus moi, c'est plus je préférais le côté arrondi. Moi, je trouve pas ça. Voilà, c'est pas mon style. C'est une affaire de goût et puis surtout la possibilité d'avoir un écran qui aille vraiment jusqu'au bout. Il n'y a plus ce cadre noir comme il y a aujourd'hui. Profiter de toute la largeur de son iPhone, c'est ce que j'attends d'une prochaine génération. Mais revenons sur le Huawei P9 et on va parler, si vous êtes d'accord, de qu'est-ce qu'on va parler. Oui, bien sûr, on va parler de son interface. Alors là, encore une fois, plutôt bien vu de côté de Huawei, Paul. Une surcouche graphique, on a l'habitude chez les constructeurs. Android entre guillemets, on rajoute une interface. Et de quoi s'inspire l'interface de Huawei, Paul? C'est Emotion UI, qui est donc une surcouche graphique qui s'inspire un petit peu d'iOS. Regardez cet écran, voilà, donc on retrouve
ces icônes et ces dossiers qui s'ouvrent de la même manière en plus si j'en Voilà. ouvre un. Voilà. En Ça clair, ressemble un petit peu à l'iPhone. On peut naviguer que sous forme d'icône, sous forme de grille. Il y a pas. Il y a des différents- widgets ici, tu Ouais, peux mettre. oui, il y a les widgets, mais il n'y a pas de manière naturelle comme on peut avoir sur un Nexus. Ces différentes pages qu'on vous propose par défaut. Là, c'est par défaut une vision par grille qui est plus proche de ce que fait Apple aujourd'hui. Et encore une fois, donc c'est une tentative d'essayer d'attraper et de faire de l'iPhone là. On sait que Xiaomi, on le disait dans une autre émission, l'a plutôt bien réussi et c'est plutôt bien fait, Paul. C'est plutôt bien fait. Alors, il y a des gestes très similaires. Par exemple, pour essayer, j'avais mis mon pouce sur l'écran, j'avais tiré vers le bas. Regardez ce qui se passe. On retrouve Spotlight, mais façon Huawei. Donc, c'est plutôt bien joué parce que s'il y en a qui veulent switcher d'un iPhone à un Huawei, voilà, on ne sera pas perdu. On garde quand même sur certaines pages la possibilité d'avoir des widgets, grande spécialité d'Android. Et voilà, c'est très agréable, ça marche plutôt bien, c'est très fluide. Les réglages c'est un copier-coller des réglages de l'iPhone. Il y a même un mode ne pas déranger avec la petite lune. Donc vraiment, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Ouais, donc vous ne serez pas dépaysé si vous passez au Huawei. Une des fonctionnalités ergonomiques importantes qui est arrivée sur le 6S, le 6S Plus au mois de septembre, c'était l'arrivée du 3D Touch, hein, l'écran à capteur de pression. Est-ce que tu as ce type d'ergonomie, ce type d'interface aujourd'hui dans le Huawei P9? Non, tu n'as pas vraiment... Enfin, tu n'as pas vraiment l'équivalent de 3D Touch, vraiment pas. C'est pas du tout... Il n'y a pas cet appui comme Pic Époque où tu appuies, puis tu appuies un peu plus fort et ça déclenche des interactions. Voilà, en tout cas, je l'ai pas retrouvé du tout. Non, tu as, Driss. si je ne m'abuse, c'était sur le P8. Ouais. Je me rappelle plus le nom, c'est Knuckle quelque chose, où tu utilises ton doigt comme ça, mais ce sont des fonctions, c'est pas aussi avancé que le 3D Touch. Là, il semblerait que les constructeurs Android, mais en général, Didier, aient du mal à suivre le chemin tracé par Apple autour des capteurs de pression. On l'a vu arriver sur l'iPhone, on l'a vu arriver sur l'Apple Watch, sur l'iPhone, un petit peu sur l'iPad, mais pas complètement avec l'iPad Pro et le Pencil. Le MacBook. Oui, le MacBook également au niveau des trackpads. Ça demande une capacité de production. Il semblerait que le marché ne puisse pas vraiment suivre, Didier. Oui, puis il faut voir si la demande est vraiment là par rapport au surcoût que ça impose. C'est vrai qu'Apple fait du premium, ils peuvent se permettre d'ajouter des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas après vous ce que vous utilisez sur 3D Touch. Moi, le seul truc que j'utilise vraiment, c'est le petit curseur à l'écran là, que tu bouges, qui est hyper pratique. Après, les petits menus, l'espèce de clic droit, ouais, ça dépanne un peu, mais je dirais que c'est pas... Enfin, ça impose quand même pas mal de choses, hein, parce qu'il faut mettre une petite couche sous l'écran, ça demande un peu de place sur la batterie du coup, et du coup, bon, est-ce que c'est vraiment indispensable? Après, il y a aussi tout l'aspect logiciel qui est important, parce que effectivement, il faut Google suive derrière, il faut aussi que les constructeurs mettent bien les dernières versions, parce que c'est aussi quand même un gros problème sur Android. Là, on voit la surcouche, effectivement, combien de temps ils vont mettre à adapter quand il y aura la prochaine version. Tu vois, des marques comme OnePlus, ils ont beaucoup de mal à suivre. Là, ils viennent à peine de tester en bêta le dernier Android. Donc voilà, effectivement, il y a un rythme aussi qu'a Apple qui peut se permettre de mettre des choses et de tout de suite avoir le software qui suive derrière. On a compris ce qu'elle dit. Figé, vraiment. Au-delà, Driss, c'est vraiment, je dirais, la principale qualité d'Apple aujourd'hui, c'est son écosystème. On le disait tout à l'heure en préambule, de proposer, je dirais, un seul App Store, alors qu'aujourd'hui, il y a 50 App Store dans l'univers Android. Chaque constructeur propose le sien, en plus de celui de Google. J'exagère, mais presque. Et puis surtout, cette nécessité de mettre à jour. On sait que sur un iPhone, a priori, on peut mettre à jour relativement longtemps sa machine. C'est plus compliqué du côté d'Android, Driss. Bah écoute, pour les mises à jour, petit aparté sur le PC, mais là j'ai rallumé mon ancien PC, c'est infernal quoi. Tu l'allumes, mise à jour, tu l'éteins, mise à jour, c'est un enfer. Bon, il y a encore des arguments pour le Mac, tu me rassures. On était un peu en colère en préambule. Et pour ce qui est de l'iPhone, oui, et 1000 fois oui. Moi je reste fidèle à Apple notamment en raison de cet écosystème. On a parlé de iMessage aujourd'hui sur ton iPad. Sur ton Mac, sur ton iPhone, c'est quand même super pratique, même si ça va arriver sur Android a priori, et sur PC si je ne m'abuse. Ne serait-ce que aussi tes photos, tu vois, synchroniser tes photos automatiquement. Donc tout cet écosystème
Et le fait que ce soit pas autant le bordel, comme tu disais, tu vas acheter un smartphone, à une époque c'était Arcos, je crois, à chaque fois qu'il te proposait son store. Des fois même, on te bloquait sur un store de constructeur. Il Sur faut le trouver de la store, marge. tu Hein, peux- ils marchent quasiment pas, les fabricants Android, donc ils essaient de marger où ils peuvent. Hein. Et puis tu te retrouves avec un store où tu as un peu tout et n'importe quoi. On va peut-être pas parler, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est un peu le bordel là-dessus, effectivement. Là, pour le coup, moi je reste, ouais, clairement, l'iPhone reste avec encore une longueur d'avance. Allez, dernier point. Largement. Il y a un point crucial pour conclure sur le P9, c'est l'autonomie et sa batterie. Qu'en est-il du côté du P9, Paul? Alors, il a une très grosse batterie, puisqu'elle est de 3000 Je ne dirais mAh. pas, parce qu'il reste très fin. hein. Ouais, et c'est plus gros que ce qu'il y a dans ton iPhone 6S Plus quand même, de 300 mAh à peu près. Donc c'est vraiment une Autour de grosse batterie. 2600, hein, sur- Mais étonnamment, non, il tient pas. Non, durée normale pour un smartphone. Ouais. Une grosse journée, quoi, une journée du matin au soir, sans avoir peut-être autant à chercher une prise qu'avec mon iPhone 6S tout simple de 4,7 pouces. Mais voilà, pour une aussi grosse batterie, c'est pas le même résultat que le S7 par exemple, où je trouve que l'autonomie est vraiment plutôt bonne. Tu confirmes, Driss, Huawei avait beaucoup insisté lors du lancement de la possibilité de tenir jusqu'à une journée et demie. C'était beaucoup pour un Ouais. téléphone. Non, ils sont, ouais, tu tiens une journée et demie en mode avion. Hein. Voilà, c'est ça. Non, vraiment, là pour le coup, moi je suis repassé comme Paul à l'iPhone 6S. Il y a deux choses que je regrette par rapport au 6S Plus. C'est un, le stabilisateur, mais pourquoi il ne me met pas un stabilisateur sur le 6S, stabilisateur optique? Bah, Et je suis deux, bien d'accord. la batterie. La batterie, c'est clair que sur le 6S Plus, tu as quand même une machine, un ordinateur, j'allais dire, pardon, tu as un smartphone Pas loin. qui a vraiment une autonomie conséquente. Là, en l'occurrence, non, encore, bon, tu tiendras une journée, mais pas plus. Après, une chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, qui est quand même plus agréable sur les smartphones de Huawei, c'est l'encombrement. Aujourd'hui, tu as l'écran qui occupe pratiquement 80% de la face avant, alors que sur l'iPhone 6S Plus, tu as ces énormes barres noires en haut et Ouais. en bas. Je trouve ça, enfin, le téléphone est monstrueux, alors que l'écran, Ouais, vous voyez. par rapport à ce P9, par exemple, n'est pas beaucoup plus gros. Ouais. C'est vrai que c'est là-dessus que j'attends Apple dans la prochaine génération. Voilà, c'est bien de regarder un petit peu où on est de la concurrence. Ça permet de comprendre un petit peu vers quoi peut tendre Apple dans les prochaines générations. Ils n'ont pas trop le choix et surtout qu'il y a des technologies du marché qui sont obligées d'adopter tout simplement. On espère d'autres surprises. On veut des surprises chez Apple, on veut des nouveautés. Vous l'avez compris, c'est le thème de cette émission depuis le début, le fil rouge, qui aime bien, encore une fois, châtie bien. On passe coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Driss. Écoute, moi j'ai deux coups de cœur. Le premier, c'est ce tracker d'activité Jawbone Up 3. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a, déjà, voilà, c'est un tracker assez discret. Il a un cardio-fréquence-mètre qui est intégré. L'application qui est extrêmement bien faite. Là, pour le coup, chapeau bas à Jawbone. Ça fait aussi alarme silencieuse. Moi, j'adore ce truc-là. Tu vois, tu dois te réveiller, tu dois pas réveiller ta compagne. Hop, ça vibre sur le bras. Par contre, un truc qui est complètement naze, Monsieur Jawbone, il faut nous changer ça, c'est le système de fixation. Ouais. Qui n'est pas bébé-proof, d'une part, et d'autre part, qui est chiant à mourir, à mettre et à enlever. C'est vraiment une galère sans nom. Il faut rationner son sommeil, hein, c'est important, Driss, tu vas voir. Ça va encore, il est sympa le mien. Et deuxième coup de cœur, c'est, vous le savez tous, avec l'iPad Pro, Apple nous a sorti un clavier pour utiliser notre iPad pour saisir des textes à n'en plus finir. Problème, il est en QWERTY. Donc si vous n'êtes pas habitué à taper avec un clavier qui utilise la langue de Molière, Comme celui que j'ai devant moi. je vais vous parler d'une marque qui va vous faire plaisir, Microsoft. Microsoft qui a sorti ce petit clavier, ça s'appelle l'Universal Foldable Keyboard. C'est un clavier pliable universel, vous l'ouvrez et vous avez un clavier qui est plutôt agréable. Moi je l'ai utilisé en avion, il est compatible Android et iPhone, enfin iOS. C'est vraiment sympa, c'est tout léger, donc tu mets ça plus ton iPad dans ton sac à dos, tu as un petit ordinateur, si tu as juste du texte, tu veux faire tes emails, etc., des travaux de bureautique très simples, c'est super pratique, je vous le recommande. Le clavier portefeuille de chez Microsoft, merci, c'est vrai, encore une fois, pas de clavier AZERTY chez Apple. Il faut qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe du côté de Cupertino. Didier, de ton côté, ton coup de cœur. Oui, alors moi j'aurais bien aimé parler de ce petit Logi, ce petit support donc, pour iPad Pro qui est sorti Logitech. On l'a testé là, sur Mac Forever en long et en large. Malheureusement, c'est pas un coup de cœur. Je pense que le Logitech a vraiment raté le coche. En plus, on nous explique
que c'est pour regarder les recettes de cuisine ou pour le mettre sur sa table de nuit en guise de réveil. Donc voilà, moi c'est pas vraiment l'usage que j'ai de l'iPad Pro. Donc on va laisser tomber ça et je vais vous parler plutôt d'une application qui est vraiment cool, qui est développée par deux Lyonnais en fait, et qui s'appelle Cœur de Gemme. Et en fait c'est deux personnes qui ont monté en fait une petite application qui vous permet de faire des bijoux. Alors là, il y a la fête des mères qui arrive, je pense que ça arrive à point nommé. Et en fait, l'application propose des modèles de bijoux sur lesquels vous pouvez changer les pierres. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, vous essayerez, c'est de pouvoir changer les pierres et de pouvoir le déplacer sur le pendentif. Et on a vraiment l'impression d'avoir un bijou entre les mains sur l'écran tactile. Et je trouve ça super bien fait. Voilà. C'est vrai que on est un peu déçu par le dock de chez Logitech. C'est vrai qu'il est plutôt conçu, c'est un peu... Je sais pas, tu vois, il est fixe. Mais il est plutôt conçu pour voilà, c'est conçu pas pour travailler, parce que c'est vrai que l'angle de visualisation est un peu extrême. L'inclinaison n'est pas suffisante pour pouvoir travailler confortablement. Donc c'est vraiment fait pour charger quand on va rentrer le soir à la maison et éventuellement regarder. Il charge 2 fois plus lentement qu'avec le nouveau USB-C. Oui, parce qu'il y a effectivement la technologie avec le connecteur magnétique qui propose moins de puissance électrique. Paul, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un jeu qui se prend pour le futur Monument de Valley. Mekorama, voilà, vous jouez un petit robot en fait, et puis c'est exactement comme Monument de Valley, vous devez résoudre des petits puzzles, des petits casse-têtes, sauf qu'ils sont en 3D, donc c'est pareil, vous tapez pour bouger, vous pouvez faire tourner la map, c'est très sympa, c'est disponible sur l'App Store, il était gratuit il y a quelques jours, je ne sais pas s'il le sera encore, mais allez-y, si vous avez aimé Monument de Valley, vous aimerez Mekorama, et c'est vraiment très très sympathique. Voilà. Et ça vaut cher? Il était gratuit moi quand je... Bon, profitez-en alors. Il doit être encore gratuit, je vous le souhaite en tout cas. Merci Paul. De mon côté, mon coup de cœur. Paul, quel est le plus gros défaut de l'Apple Pencil? Il ne s'accroche pas. Ouais, il ne s'accroche pas et tu peux perdre le bouchon. Oui, il ne s'accroche pas, donc heureusement il est arrivé. Il n'est pas inventé, donc pour le fixer, un petit accessoire qui s'appelle l'Apple Pencil Magnet. C'est un petit tube dans lequel vous glissez votre stylet et qui le rend magnétique, qui permet de l'accrocher au niveau des aimants de ton iPad Pro, pour ne pas le perdre. Ça vaut que, entre guillemets, $17, parce que c'est quand même petit cher pour un aimant. Mais ça, on s'étonne encore une fois qu'Apple n'y ait pas pensé. Et en plus, ça se décline dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc n'hésitez pas. C'est Moxyware qui fait ça. L'Apple Pencil Magnet 3W. Moxyware.com, oui. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu achètes un Criterion Bic et tu récupères la petite. Oui, ça marche tu bien. Tu le mets là, oui. C'est vrai que par contre, c'est la perte de l'Apple Pencil. Je sens que ça va être un mot récurrent de tous les utilisateurs de l'iPad. Bien vu, Apple, pour que les gens rachètent leur stylet. Voilà, encore une fois. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 229e épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine, ou presque, Didier dans cette émission, en tout cas sur Mac Forever. Merci de nous accueillir. Ciao. Driss, on le retrouve lorsqu'il a retrouvé du sommeil sur l'Argus du mobile, c'est bien ça? L'Argus du mobile, Men's Fitness, New Look et iCreate également. J'espère de plus en plus sur iCreate. New Look, mais tu es père de famille maintenant, Driss, tu le sais. Bah oui, je sais, j'essaie de ne pas regarder les jeunes filles. Tu peux me laisser les 3 magazines, j'essaierai de consulter ça avec Paul à la fin de cette émission. Paul, vous retrouvez chaque semaine, tu es là la semaine prochaine? Avec plaisir. Tu sais de ce dont on va parler la semaine prochaine? Absolument pas. Moi non plus, donc on essaiera d'y réfléchir durant toute la semaine et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.